à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui a pour thème aujourd'hui Brexit. Votre entreprise est-elle prête? Ce webinaire est organisé donc par Grex International, qui est le centre de commerce international de la Chambre de commerce de Grenoble et qui fait partie également du réseau Enterprise Europe Network de la Commission européenne. Je suis Claire Quesada, conseil donc en développement international à Grex. Un petit mot sur l'émission de Grex. Pour mémoire, Grex accompagne les entreprises dans leur développement à l'international. Les entreprises qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires, notamment donc au niveau de l'approche commerciale, les entreprises qui souhaitent trouver des clients, des distributeurs ou même s'implanter à l'étranger, mais également sur les aspects douaniers, logistiques et fiscaux. Nous avons aujourd'hui 3 experts intervenants qui ont accepté d'intervenir sur ce thème-là et je les en remercie par avance. Tout d'abord, Monsieur Aurélien Bertrand, cellule conseil aux entreprises à la direction régionale des douanes et des droits indirects à Chambéry, qui va nous présenter dans un premier temps les conséquences douanières du Brexit pendant 45 minutes. À l'issue de ces 45 minutes, nous aurons un petit intervalle d'un quart d'heure environ de questions. Nous répondrons aux questions pendant cet intervalle-là. Nous n'aurons probablement pas le temps de répondre à toutes les questions, mais nous vous répondrons ultérieurement. Donc, ce sera pour la première partie. Ensuite, la deuxième partie, Guylain de Pazzi et Pascal Bourdaria du cabinet Fidal vont nous présenter les conséquences du Brexit, notamment en matière de règles de TVA, de prestations de services, notamment des conséquences fiscales, sociales et puis quelques éléments également en matière de mobilité. Et nous aurons également, à l'issue de cette deuxième présentation, un intervalle d'un quart d'heure pour les questions, pour traiter les questions. Vous aurez la possibilité de poser vos questions au fil de l'eau. Durant la présentation, vous avez une petite fenêtre qui est située en principe à droite de votre écran. Vous pourrez ainsi saisir vos questions au fil de l'eau. Nous vous adresserons les présentations à l'issue de cette réunion. Vous pouvez cependant d'ores et déjà télécharger la présentation de Monsieur Aurélien Bertrand si vous le souhaitez. Dernière petite précision, vous aurez à l'issue de ce webinaire un questionnaire d'évaluation. Merci par avance de bien vouloir nous le renvoyer. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Aurélien Bertrand qui va nous présenter les conséquences douanières du Brexit. Je vous cède la parole, Monsieur Bertrand. Entendu, Madame Quesada, merci. Donc, voilà, comme cela vient d'être dit, je vais vous faire une présentation du Brexit d'un point de vue douanier. Donc, Brexit, votre entreprise est-elle prête? L'intitulé du jour, effectivement, on verra qu'il y a pas mal de choses à préparer d'ores et déjà. Alors, franchissons le Brexit ensemble, c'est le sous-titre de cette présentation, c'est un peu le slogan de la douane pour cette échéance du Brexit, pour dire aussi que la douane est là, tout comme le Grex, pour accompagner les opérateurs. Alors, au niveau de mon plan d'intervention, j'ai prévu dans une première partie de vous présenter le Brexit d'une manière générale et ses conséquences en matière de formalités douanières. Dans une deuxième partie, je m'attarderai sur les facilitations pour les échanges Union européenne-Royaume-Uni qui seront proposées et les démarches pour les accomplir pour les entreprises avec le dispositif de frontières intelligentes et l'offre de facilitation douanière de la douane liée à ce dispositif. Dans un troisième temps, je vous proposerai une présentation du Brexit côté britannique avec le border operating model, donc la mise en place de cette échéance par les autorités douanières britanniques. Et une quatrième partie que j'ai réservée au protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord et ses implications douanières, puisque c'est là un élément assez important et une situation très particulière qui sera celle de l'Irlande dans ses deux composantes, Irlande du Sud et Irlande du Nord, en matière douanière. Concernant donc dans une première partie la présentation du Brexit et ses conséquences
en matière de formalités douanières. Donc tout d'abord, un élément de contexte. Le Royaume-Uni est sorti formellement de l'Union européenne le 1er février dernier, après la ratification de l'accord de retrait du Royaume-Uni qui a été longuement négocié. Cet accord de retrait a prévu une période de transition dans laquelle le Royaume-Uni, bien que n'étant plus membre de l'Union, appartient toujours au marché intérieur. Cette période de transition, on est toujours dedans, mais elle se terminera le 31 décembre prochain et ne sera pas prolongée. Donc, concrètement, aujourd'hui, les entreprises échangent avec le Royaume-Uni sans formalité, sans contrôle aux frontières, dans le cadre de la libre circulation au sein de l'Union européenne. Jusqu'au 31 décembre 2020, les échanges continuent à se faire dans les conditions actuelles. À la fin de la période de transition, donc dès le 1er janvier 2021, les opérateurs qui échangent avec le Royaume-Uni devront réaliser des formalités douanières pour continuer ces opérations commerciales avec le Royaume-Uni. Alors, nous verrons aussi, j'attirerai votre attention sur les marchandises soumises à des réglementations particulières, comme les aliments, les biens à double usage, les médicaments, les produits industriels, etc., sur lesquels il faudra faire attention puisque des formalités, des contrôles spécifiques seront mis en œuvre dans le cadre du Brexit. Voilà, donc aujourd'hui, cette diapositive pour illustrer ce qui se passe. Aujourd'hui, les opérateurs, dans leurs échanges avec le Royaume-Uni, établissent des déclarations d'échange de biens, des DEB, qui sont déposées mensuellement, qui concernent tous les échanges entre pays États membres de l'Union européenne. À partir du 1er janvier 2021, c'est la partie droite de la diapo, il faudra faire des déclarations en douane pour les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ces déclarations en douane, pour les opérateurs qui n'ont pas l'habitude, ce sont des documents beaucoup plus complets que les déclarations d'échange de biens. La déclaration en douane, c'est 54 cases, 54 données à remplir. Et un élément important, c'est que les DEB, elles sont déposées mensuellement, elles regroupent plusieurs opérations, alors que les déclarations en douane, elles devront être déposées pour chaque mouvement de marchandises, pour chaque importation ou chaque exportation. Il n'y a pas possibilité de regroupement comme avec la DEB, donc ceci constitue des changements importants. Donc, si on s'attarde sur ces formalités douanières à venir, le rétablissement de la frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni aura des conséquences sur la fluidité de la circulation, notamment du fait de ces formalités douanières à accomplir. Et l'absence d'anticipation dans ces formalités douanières peut être, pour les opérateurs, un facteur de ralentissement des flux de marchandises, d'où le credo qui est le nôtre aujourd'hui, de vous dire de bien préparer en amont les conséquences du Brexit. Une préparation aussi complète que possible en amont permettra d'éviter des problèmes de blocage, de ralentissement des marchandises, notamment au moment du franchissement de la frontière, principalement sur la façade Manche-Mer du Nord. Donc, l'accomplissement des formalités douanières qui seront nécessaires à partir du 1er janvier prochain se traduit donc par la rédaction de déclarations en douane, donc qui ressemble à ce que je vous ai mis sur cette diapositive. Ça peut représenter un coût pour l'entreprise qui n'a pas l'habitude de le faire, soit que l'entreprise décide de faire ses déclarations en douane en interne, donc dans ce cas-là, il faut du temps, former des personnes, soit que cette déclaration en douane soit externalisée auprès de professionnels. Donc, pour limiter l'impact des coûts liés à ces formalités douanières, il est essentiel de bien préparer le futur processus de dédouanement dans vos échanges de marchandises avec le Royaume-Uni. Alors, côté douane, on vous propose 7 points sur lesquels on attire votre attention et sur lesquels je reviendrai tout au long de ma présentation. Obtenir un numéro EORI, décider qui remplira les déclarations en douane, consulter les droits de douane et taxes applicables à partir du 1er janvier prochain, attention à la réglementation particulière de certains produits, les questions de transport des produits et la fiabilisation du dédouanement à l'export comme à l'import. Donc, j'en viens à ma deuxième partie concernant les facilitations pour ces futurs échanges Union européenne-Royaume-Uni. Et tout d'abord, la frontière intelligente. Voilà. À situation inédite, réponse inédite. Donc, avec cette particularité que constitue le Brexit, la douane a mis en place ce dispositif de frontière intelligente que je vais détailler. Quelques éléments de contexte. Tout d'abord, on est sur ces flux
Union européenne et notamment France vers le Royaume-Uni sur une zone stratégique très importante avec 5 millions de poids lourds qui traversent chaque année la Manche et la mer du Nord et 80% des flux entre le continent et le Royaume-Uni qui passent par quelques points frontières sur la façade de la Manche et de la mer du Nord. La particularité, c'est que cette traversée maritime, qu'elle se fasse par le tunnel ferroviaire ou par bateau, elle est assez courte, 35 minutes pour les rotations de navettes et 2 heures, grosso modo, pour les rotations de ferry entre Calais, Dunkerque et Douvres. Et donc, une majorité de camions qui traversent la Manche avec les chauffeurs, on parle de transit accompagné. Et surtout, des infrastructures à adapter à ces nouvelles données, puisque si on prend par exemple le tunnel sous la Manche, il a ouvert en 1993, à une époque où le Royaume-Uni faisait partie du marché commun du territoire de l'Union. Et donc, les infrastructures, comme celle du tunnel sous la Manche, n'ont pas été conçues pour traiter le dédouanement de marchandises. Et donc, il y a eu une nécessité d'adapter ces infrastructures à ces futures échéances. Alors, la frontière intelligente, ses objectifs, eh bien, c'est maintenir la fluidité des flux de marchandises sur les infrastructures que je viens d'évoquer, tout en répondant aux obligations légales et réglementaires liées aux nouvelles formalités douanières et faciliter l'échange d'informations entre les parties prenantes, transporteurs, infrastructures, douanes, notamment pour maintenir ces flux de marchandises tout en appliquant la réglementation douanière. Les principes sur lesquels je vais revenir, l'anticipation des formalités douanières par les opérateurs avant même le chargement du moyen de transport, l'identification du moyen de transport avant qu'il embarque pour traverser la Manche, avant d'embarquer sur le ferry ou sur les navettes ferroviaires, et l'automatisation de la gestion et de l'orientation des flux. Ça s'est traduit dans la mise en œuvre de cette frontière intelligente par une collaboration entre les différents acteurs, autorités douanières, gestionnaires d'infrastructures, pour adapter ces infrastructures, ces flux à ces nouvelles formalités douanières. Et puis également, traduction, la mise en œuvre d'un système d'information dédié, le SI Brexit, système d'information Brexit, qui va connecter les systèmes d'information des différents intervenants, compagnies maritimes, gestionnaires d'infrastructures, avec les systèmes d'information douaniers. Alors, un schéma pour vous représenter les enjeux liés à cette frontière. Donc, la traversée de la Manche à partir de quelques ports essentiellement français. Et voilà ce schéma pour vous montrer l'implication des gestionnaires, le tunnel sous la Manche et les compagnies maritimes dans la mise en œuvre de cette frontière intelligente. Je vous propose aussi ce petit schéma sur lequel je m'attarde pas trop, illustrant cette connexion entre le système d'information Brexit et ce système d'information Brexit qui fait l'interface entre les systèmes d'information des compagnies de ferry et de l'Eurotunnel et les systèmes d'information douaniers. Donc ce système d'information Brexit, schématiquement, il repose sur 5 piliers. Les formalités ICS en matière de sécurité et de sûreté, l'enveloppe logistique, l'appairage, l'aiguillage et la gestion des flux. Je reviens tout de suite sur ces différents éléments. Je vous propose aussi juste avant 2 schémas concernant le fonctionnement de la frontière intelligente, sur 2 schémas sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder, mais qui présentent de manière synthétique et synoptique le fonctionnement de cette frontière intelligente, schéma à double lecture de la gauche vers la droite pour l'importation, du Royaume-Uni vers la France et de la droite vers la gauche pour les exportations. Voilà. Donc ce schéma concernant le dispositif du tunnel sous la Manche est le même pour les ferries. Vous pourrez toujours vous y référer par la suite. Je vais détailler les éléments juste après. Alors, premier élément concernant le dispositif de frontière intelligente, la douane a mis en place l'enveloppe logistique. Cette enveloppe logistique, elle permet aux entreprises et aux transporteurs de regrouper plusieurs déclarations en douane au préalable à la traversée de la Manche, ce qui permet de faciliter le passage en douane. Donc, les avantages, c'est permettre un gain de temps pour l'identification des véhicules au moment du passage de la frontière, au moment du franchissement de la Manche. Cette enveloppe logistique, elle peut être générée aussi bien par le déclarant
en douane, donc soit l'opérateur, importateur, exportateur, soit son représentant en douane, soit par le transporteur. Donc le fonctionnement, l'entreprise ou le transporteur se rend sur l'application d'enveloppe logistique, hein, sur un ordinateur ou même sur un smartphone, sans authentification nécessaire, et simplement l'opérateur peut regrouper dans cette enveloppe logistique différentes déclarations en douane qui auront été préalablement éditées, et à partir de ces codes barres, créer cette enveloppe logistique. Donc l'enveloppe logistique, attention, elle ne remplace pas les déclarations en douane, elle permet simplement de les regrouper sous un code barre unique pour faciliter les flux logistiques au moment du franchissement de la frontière. Donc, cette enveloppe logistique, c'est un outil qui s'est voulu comme facile d'accès pour regrouper plusieurs déclarations en douane sous un même code barre qui sera nécessaire pour le franchissement de la frontière, comme je vais l'évoquer juste après. Voilà. L'avantage aussi de cette enveloppe logistique, c'est qu'elle permet une sécurisation des données en anonymisant les déclarations en douane qu'elle contient. Cette enveloppe logistique, elle se présente de manière très simple avec un code barre, un code chiffré, sans reprendre de données nominatives comme il y en a sur les déclarations en douane. Donc cette enveloppe logistique, elle est pas obligatoire, mais c'est une possibilité donnée aux opérateurs pour rassembler plusieurs déclarations en douane et faciliter ainsi leur traitement. Deuxième élément de cette frontière intelligente, l'appairage. Alors l'appairage, c'est le fait d'associer de manière simple les véhicules transportant les marchandises pour la traversée sous la Manche, les associer donc, ces véhicules, par le biais de leurs plaques d'immatriculation et des lecteurs de plaques qui seront installés sur les infrastructures, les associer avec les déclarations en douane ou les enveloppes logistiques, et donc d'avoir le lien entre véhicules se présentant à l'embarquement au ferry ou au tunnel sous la Manche, lien avec ce véhicule, l'enveloppe logistique et les marchandises transportées. Là aussi, le but, l'avantage, c'est de faciliter les processus d'identification des poids lourds pour fluidifier le passage. Donc, une fois que les enveloppes logistiques et déclarations sont générées, comme je l'ai évoqué, les déclarations en douane, enveloppe logistique, sont scannées via les codes barres qui ont été générés sur ces documents et ainsi associés aux plaques d'immatriculation et contenu du véhicule, et ceci dès l'arrivée du véhicule, dès l'arrivée du camion sur les plateformes portuaires pour l'embarquement sur le ferry ou les infrastructures du tunnel sous la Manche pour l'embarquement sur les navettes ferroviaires. Donc, les agents d'Eurotunnel ou des compagnies de ferry, en fait, à l'arrivée des camions, vont scanner simplement les codes barres et du fait du SI Brexit, du système d'information Brexit, les données seront transférées des systèmes d'information des compagnies maritimes et du tunnel sous la Manche vers les systèmes d'information douaniers pour analyse douanière. Voilà. Donc, l'appairage, association des plaques d'immatriculation avec les déclarations douane et les marchandises transportées. Voilà. Donc, à retenir également qu'avec ce système du système d'information SI Brexit, le point d'entrée devient l'unité de transport, le camion, à la différence des applications métiers traditionnelles de la douane, qui ont comme point d'entrée la déclaration en douane d'importation ou d'exportation. Alors, j'attire votre attention sur l'importance du conducteur des moyens de transport qui va devenir un acteur fort, incontournable au point de passage, puisque avec le dispositif de frontière intelligente que je viens d'évoquer, c'est le conducteur lorsqu'il va arriver au terminal pour prendre le ferry ou le chemin de fer qui va devoir présenter ces documents auprès des gestionnaires d'infrastructures. Donc concrètement, il y aura des questions qui seront posées aux chauffeurs, des questions simples, ce qu'on appelle le synopsis, qui est repris ici. Grosso modo, les gestionnaires d'infrastructure demanderont aux chauffeurs s'ils ont des documents douaniers avec code barre, auquel cas le chauffeur présentera ces documents avec code barre qui seront scannés et il pourra embarquer. Si ce n'est pas le cas, on l'orientera tout de suite vers des installations douanières s'il doit compléter ces formalités. Donc, les opérateurs devront faire attention à bien sensibiliser les chauffeurs à leur rôle pour faciliter les flux au moment du franchissement de la frontière dans le cadre du dispositif de frontière intelligente.
Alors, élément suivant dans la frontière intelligente, l'aiguillage dans le port. Alors attention, pour cette phase d'aiguillage, là je ne parle que des importations. Cet aiguillage, c'est le fait qu'à l'arrivée en France, à la sortie de la navette ferroviaire, à la descente du ferry, grâce aux formalités effectuées au moment de l'appairage, eh bien, les transporteurs, les chauffeurs sauront quelle voie prendre pour fluidifier la circulation à la sortie du ferry, à la sortie du chemin de fer. Donc le fonctionnement, en gros, pendant la traversée de la Manche, qu'elle soit par train ou par bateau, le déclarant devra valider les déclarations en douane avant l'arrivée du bateau ou du train sur le territoire. Cette validation et le traitement douanier qui sera fait dans les systèmes d'information généreront des informations données aux chauffeurs sur l'aiguillage, sur la voie qu'il devra prendre à la descente du bateau ou du train. Donc soit une file verte pour qu'il puisse poursuivre sa route vers l'autoroute comme c'est schématisé ici, parce que les formalités douanières seront complètes et auront été faites correctement, soit la file orange parce qu'il devra se diriger vers une structure de contrôle ou un bureau de douane pour compléter ces formalités. Voilà, donc en résumé de ceci, on est dans une phase de gestion des flux avec l'objectif d'une maîtrise des flux entrant et sortant du territoire via cette frontière intelligente. Voilà. Donc, pour résumer, pour synthétiser avec ce schéma, l'idée, c'est de vous dire, à vous les opérateurs, de bien anticiper vos processus et de bien vous coordonner avec tous les acteurs de vos opérations pour gérer au mieux ces futures formalités douanières, avec donc le rôle des déclarants dans l'établissement en amont des déclarations en douane, le rôle du transporteur et du chauffeur pour le passage de la frontière via les systèmes de scan de documents à code barre, et puis aussi le rôle du déclarant au débarquement de moyens de transport, voilà, qui soit disponible si jamais il y a besoin de résoudre des questions douanières, de résoudre des contrôles. Voilà, donc encore une vue pour vous indiquer l'importance de chaque acteur en amont de ces formalités douanières, importateur, exportateur, déclarant, chargeur, transporteur. Alors, ensuite, les formalités à accomplir dans le cadre de cette frontière intelligente, de ces futures opérations de dédouanement, notamment pour les opérateurs qui n'ont pas l'habitude des formalités douanières. Tout d'abord, demander un numéro EORI. Ce numéro EORI, Economic Operator Registration and Identification, découle de la réglementation européenne et il est indispensable d'avoir ce numéro EORI pour effectuer des opérations de dédouanement. Donc, les opérateurs qui n'ont pas encore de numéro EORI, vous devrez vous rapprocher dès à présent des autorités douanières pour demander votre numéro EORI et pouvoir continuer à faire vos échanges avec le Royaume-Uni au 1er janvier prochain. Élément important aussi, si vous n'avez pas l'habitude d'établir des déclarations en douane, déterminer qui va rédiger ces déclarations en douane. Cela peut être fait par l'opérateur lui-même, ou par un prestataire agréé, le représentant en douane enregistré, qui est donc un professionnel agréé par la douane pour effectuer des démarches douanières à la place pour le compte des opérateurs. Donc, voilà, si vous n'avez pas l'habitude d'effectuer des déclarations douanières, on vous conseille de vous rapprocher d'un représentant en douane enregistré qui pourra faire pour vous les formalités de dédouanement. Alors, important également que vous fassiez les déclarations en douane vous-même ou que vous confiez cela à un représentant en douane enregistré. Il est possible, via les téléservices de dédouanement, Delta G, de faire les déclarations en douane de manière anticipée jusqu'à 30 jours avant les flux de marchandises concernés. Voilà, donc encore une fois, on vous incite fortement à anticiper tous vos mouvements pour fluidifier les passages en frontière. Important également pour les opérateurs, consulter les droits de douane et les taxes applicables dès le 1er janvier prochain dans les échanges entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, il y aura des droits de douane à payer à l'importation dans chacun des territoires selon les flux. Vous pouvez consulter ces droits de douane et ces réglementations avec l'outil de la Commission européenne qui s'appelle Access to Markets,
accessibles librement. Cet outil a remplacé l'ancien outil Market Access Database. Donc maintenant, c'est Access to Market qui reprend les mêmes fonctionnalités que Market Access Database en complétant avec des données un peu plus complètes. Alors, j'attire votre attention sur les marchandises dites sensibles, pour lesquelles il y aura des contrôles spécifiques qui seront réinstaurés dès le 1er janvier prochain à l'importation de ces marchandises. Quand on parle de marchandises sensibles, essentiellement les produits liés à la santé, les produits sanitaires, les produits dangereux pour l'environnement, les matériels de guerre, les biens à double usage ou encore les produits industriels. Concernant les produits industriels, on est là dans le domaine de la conformité aux normes européennes. Donc, à l'importation, ce genre de produit fera l'objet de contrôles pour vérifier qu'ils respectent les normes européennes et cela se traduit par le marquage CE sur ces produits. Concernant les produits soumis à contrôle sanitaire, je souhaite juste en quelques mots attirer votre attention sur ces produits qui seront particulièrement surveillés quand le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, avec des contrôles dès le point d'entrée sur l'Union européenne. Voilà. Donc, je ne m'attarde pas trop, je crois qu'il n'y a pas trop d'opérateurs concernés par ce type de produits, mais sachez globalement que ces produits doivent être accompagnés dès leur départ du Royaume-Uni pour l'importation en Union européenne de certificats phytosanitaires, et là aussi ces démarches doivent être anticipées. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait que soyez attentifs avec vos transporteurs en cas de groupage, à ce que si vous avez des marchandises qui ne sont pas sensibles, qui ne sont pas soumises à contrôle, si ces marchandises sont groupées par les transporteurs avec des produits par exemple sanitaires qui font l'objet de contrôle, ça peut être pénalisant pour vous parce que c'est le camion complet qui sera arrêté pour d'éventuels contrôles. Donc si on a groupé dans le même camion des produits soumis à réglementation, à contrôle avec des marchandises non soumises, vous pourriez en pâtir. Donc vérifiez bien ces questions de groupage avec vos transporteurs de manière à éviter tout blocage de marchandises. Alors justement, en termes de transport, on vous conseille aussi dès à présent de voir comment vous organiserez le transport de vos produits, avec notamment ces questions de passage de la frontière. Le transport peut être fait par vous-même, par un prestataire externe qui peut être le RDE, ou par votre fournisseur ou votre client, selon les contrats commerciaux. J'attire votre attention également, j'attire l'attention des exportateurs sur leur responsabilité en termes de sortie des marchandises de l'Union. Lorsque vous faites des déclarations d'exportation, l'exportateur reste responsable des marchandises jusqu'à leur sortie de ces marchandises de l'Union européenne. Donc ça, c'est important. Même s'il n'y a pas de droits et taxes en jeu à l'exportation, les déclarations sont obligatoires et les justificatifs de sortie de marchandises de l'Union qui se font via le système ECS constituent un justificatif fiscal de vente hors taxe de ces marchandises exportées. Donc attention pour les exportateurs à bien vous assurer de la correcte sortie des marchandises de l'Union. Petit point également sur les questions de sûreté et de sécurité avec le système ICS, Import Control System. Quand le Royaume-Uni sera plus dans l'Union européenne, pour tous les flux en provenance de Royaume-Uni importés en Europe, le transporteur sera responsable de ces déclarations simplifiées, ces déclarations sommaires en matière de sûreté et de sécurité. Donc les transporteurs devront déposer auprès des autorités douanières avant l'arrivée du moyen de transport, les ENS, les déclarations de sûreté et sécurité. Donc les transporteurs devront, via le système ICS, se signaler auprès de la douane, faute de quoi ils pourraient être sanctionnés. Ces formalités de sûreté et sécurité pour les marchandises provenant d'hors de l'Union européenne sont obligatoires. Donc, la douane vous incite à adopter une bonne stratégie pour vous préparer à cette échéance du Brexit. Donc, analyser votre exposition Brexit, c'est-à-dire savoir quels sont vos flux, intégrer la douane dans votre stratégie d'entreprise et vous appuyer sur des partenaires externes. La douane peut vous accompagner dans ces démarches, de même que les fédérations de transporteurs, les représentants en douane enregistrés et les acteurs de Team France Export.
Donc, au niveau de la douane, rapidement, on vous propose, si vous n'avez pas l'habitude du dédouanement, un certain nombre d'aides sur l'origine des marchandises, sur l'espèce, avec le renseignement tarifaire contraignant et avec l'avis de la valeur en douane pour vous aider, si vous le souhaitez, à avoir les éléments pour vos formalités douanières. Un point aussi que je souhaite faire concernant le transit. Le transit, donc, c'est un régime douanier qui permet de reporter le dédouanement des marchandises au-delà de la frontière. Donc, le transit, le dispositif du transit sera possible dans le cadre, à partir du 1er janvier, lorsque le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne. Le transit pourra être aussi intéressant en cas de flux entre le continent et l'Irlande via l'empreinte du territoire du Royaume-Uni. Le système du transit évitera alors des formalités douanières complètes à chaque traversée de territoire. Donc, dès le 1er janvier prochain, le Royaume-Uni sera adhérent à la Convention sur le transit et donc il sera possible d'émettre des titres de transit pour la circulation des marchandises entre le continent et le Royaume-Uni et vice-versa. Donc, l'intérêt étant de reporter le dédouanement des marchandises à l'intérieur du territoire pour un passage fluidifié au niveau de la frontière. Donc la douane vous propose également, vous rappelle en tout cas que les régimes particuliers de transformation, d'entreposage ou d'utilisation en suspension de droits et taxes sont toujours possibles. Il est également possible le dédouanement centralisé national et l'autoliquidation de la TVA. Donc le dédouanement centralisé national, c'est la possibilité de déposer des déclarations en douane auprès d'un bureau, un bureau de déclaration qui peut être proche de votre implantation et de présenter les marchandises à divers autres bureaux, y compris dans le cadre du Brexit. J'attire aussi votre attention sur l'autoliquidation de la TVA qui permet de différer le paiement de la TVA qui se fait normalement au moment de l'importation. Et bien avec ce dispositif, le paiement de la TVA peut être différé et reporté sur les déclarations de chiffre d'affaires qui sont déposées mensuellement auprès des services fiscaux. Donc, les opérateurs remplissant les conditions, notamment avoir réalisé au moins 4 importations, peuvent solliciter auprès de la douane ce dispositif d'autoliquidation de la TVA. Donc, en résumé, sur ce que je viens d'évoquer, pour faciliter, fluidifier le trafic, comme je vous l'ai dit et que je vous le répète, le mieux c'est d'anticiper au maximum les formalités douanières. Donc, à l'import, acheminer les marchandises en provenance du Royaume-Uni sous un régime de transit jusqu'à un bureau intérieur, plutôt qu'un dédouanement en façade maritime, pour éviter toute congestion, pour éviter tout retard. Et à l'export, accomplir les formalités d'exportation en bureau intérieur, à l'intérieur du territoire, plutôt que sur les bureaux de la façade maritime, là aussi pour l'intérêt des opérateurs, pour un trafic aussi fluide que possible. J'en arrive à la troisième partie, une présentation du Brexit côté britannique avec le Border Operating Model. Alors, les grands points à retenir côté douane britannique. Alors, tout d'abord, les opérateurs qui importeront des marchandises au Royaume-Uni devront avoir un numéro EORI, donc semblable à ce que j'évoquais tout à l'heure pour les opérateurs européens, mais donc là, un numéro EORI délivré par les autorités britanniques, donc un numéro EORI qui est bien différent du numéro EORI obtenu au sein de l'Union européenne. Donc, si vous êtes amené vous-même, via des représentations locales, à faire le dédouanement à l'import, vous pouvez même d'ores et déjà demander ce numéro EORI aux autorités douanières britanniques. Élément important également, côté britannique, dès le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni appliquera un tarif douanier spécifique aux marchandises qu'il importe, le UK Global Tariff, qui remplacera le tarif extérieur commun de l'Union, qui est Monsieur britanniques Bertrand, ont mis. on a Oui, une coupure juste après les, le, les codes des douanes directement en Grande-Bretagne, le UK Global Tariff. Voilà, si vous voulez bien reprendre à partir de ce oui, alors, moment-là. Merci. d'accord, oui, j'ai vu que mon micro avait disparu, donc
Alors, donc, je disais qu'à partir du 1er janvier 2021, les Britanniques appliqueront un tarif douanier spécifique, le UK Global Tariff, donc qui remplacera le tarif extérieur commun de l'Union européenne qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Et ce UK Global Tariff des Britanniques, dès à présent, vous pouvez directement le consulter pour connaître les droits de douane que les Britanniques appliqueront lors de l'importation de marchandises sur leur territoire. Et puis, donc, le Border Operating Model, c'est donc le document mis en place par les autorités douanières britanniques et qui présente leur stratégie en matière de dédouanement dans le cadre du Brexit. Donc ce Border Operating Model a été mis en place selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, les Britanniques ont également, bien entendu, préparé le Brexit et ils proposent aux opérateurs différentes ressources, notamment un guide de préparation au Brexit pour les importations de marchandises depuis l'Union européenne, qui est accessible à l'adresse que je vous ai laissée ici, avec un système de pas à pas. Alors, en quelques mots, ce Border Operating Model, il prévoit différentes choses. Donc, d'ores et déjà, dès janvier 2021, que les importateurs britanniques aient bien un numéro EORI britannique, que les opérateurs connaissent bien la nomenclature, le code douanier des marchandises pour effectuer les opérations à l'importation, la valeur des marchandises, et puis également les douanes britanniques incitent les opérateurs à étudier la possibilité de reporter les déclarations en douane, comme nous allons l'évoquer juste après. Donc, les formalités douanières côté britannique, elles se feront en 3 étapes, dès le 1er janvier 2021, au 1er avril 2021 et au 1er juillet 2021. Pour ce qui est des importations, je détaille juste après. Pour ce qui est des exportations, les opérateurs britanniques, pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union, devront, dès le 1er janvier, réaliser ces formalités douanières complètes avec donc la rédaction de déclarations d'exportation intégrale. Donc à partir du 1er janvier 2021, les opérateurs qui importent les marchandises standards non soumises à réglementation particulière pourront retarder le dépôt des déclarations en douane et le paiement des droits et taxes jusqu'à 6 mois après la date d'importation. Donc, les opérateurs seront obligés de conserver dans leur comptabilité les données sur ces marchandises importées, mais les déclarations pourront être déposées 6 mois plus tard. Les obligations de déclaration en matière de sécurité et sûreté ne seront pas exigées pendant les 6 premiers mois. Ces facilités ne seront pas possibles pour les marchandises soumises à contrôle, alcool, tabac, armes, etc., pour lesquelles des déclarations d'importation complètes devront être établies. Donc, dès le 1er janvier prochain, les Britanniques adhéreront à la convention de transit et donc les mouvements de transit pourront être mis en place, notamment grâce au GVMS, le Goods Movement Vehicle System, qui sera un dispositif d'accès au régime de transit pour les opérateurs et donc qui sera en place dès le 1er janvier prochain. À partir du 1er avril 2021, pas beaucoup de changements, mais simplement les produits d'origine animale, les plantes et les végétaux devront être accompagnés de documents sanitaires et feront l'objet de contrôles. Et puis, à partir du 1er juillet 2021, dernière étape, tous les opérateurs devront faire des déclarations au point d'importation et payer les droits de douane correspondants. Donc, ce sera la fin de la possibilité de reporter les formalités de déclaration d'importation à l'entrée sur le territoire britannique. Les déclarations de sûreté et de sécurité seront alors requises. Et du coup, à partir du 1er juillet, le GVMS que je viens d'évoquer sera ouvert au dépôt de déclaration en douane anticipée. Alors, avec ce GVMS, dès le 1er juillet prochain, on a l'équivalent de la frontière intelligente côté britannique et donc ce système permettra aux opérateurs de générer un Goods Movement Reference, un GMR, qui sera présenté au moment de l'embarquement sur le ferry ou dans le train pour faciliter l'évaluation
des risques en matière d'importation et faciliter l'importation côté britannique. Également, en quelques mots, les Britanniques ont mis en place aussi le dispositif Check an HGV is ready to cross the border. Donc, c'est simplement un dispositif qui va indiquer aux chauffeurs de poids lourds, là aussi les Britanniques ont identifié la sensibilité du chauffeur pour réaliser les formalités. Donc, ce dispositif indiquera aux chauffeurs de poids lourds s'ils sont prêts à passer la frontière. Donc, c'est-à-dire que avant qu'ils se dirigent vers les infrastructures portuaires et du tunnel, ils pourront, à l'aide de leur smartphone, consulter cette application qui leur dira s'ils peuvent aller à la frontière ou s'ils doivent ne pas se diriger vers la frontière, mais plutôt compléter leurs préparatifs en matière d'édouanement. Donc là aussi, une volonté de fluidifier les flux de marchandises pour la traversée transmanche. Voilà. Et donc, j'attire votre attention, comme je disais il y a quelques instants, sur le tarif douanier britannique mis en place dès le 1er janvier prochain, qui sera fondé sur les règles de l'Organisation mondiale des douanes et qui intègre le système harmonisé à 6 chiffres. Donc, ce tarif douanier britannique, vous pouvez d'ores et déjà y accéder. Dans sa structure, bon, il ressemble, pour ceux qui ont l'habitude, à ce qui se passe en Europe, avec donc des codes douaniers, les 6 premiers chiffres du système harmonisé mondial et une nomenclature à 8 chiffres. Les Britanniques vous proposent le droit de douane qu'ils appliqueront au regard du droit de douane actuellement en vigueur dans le cadre du tarif extérieur commun. Donc, les droits de douane soit resteront similaires à ce qui existe actuellement en Europe, soit sont simplifiés, comme par exemple pour les chevaux vivants. Actuellement, les droits de douane sont de 11,5% dans le tarif extérieur commun. Ils seront de 10% dans le cadre du tarif douanier britannique. Et puis, également, pour faciliter la tâche, les Britanniques ont prévu un petit moteur de recherche pour aider les opérateurs à trouver le code tarifaire adéquat. J'en viens à la quatrième partie sur le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord et ses implications douanières. Donc, l'accord de retrait du Royaume-Uni a prévu le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord qui s'appliquera dès le 1er janvier prochain et qui aura vocation à s'appliquer durablement, même si un accord commercial est trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ce protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord reconnaît en fait la situation unique de l'île d'Irlande, avec donc sa partition entre Irlande du Nord et République d'Irlande, et donc le protocole prévoit qu'il n'y aura pas de rétablissement d'une frontière dure sur l'île d'Irlande, pas de construction d'infrastructures frontalières, pas de contrôle sur les mouvements entre les deux Irlandes. Donc l'économie de l'île d'Irlande tout entière restera dans la situation actuelle et donc les accords signés entre Royaume-Uni et République d'Irlande demeureront pour assurer la stabilité économique et politique de l'île d'Irlande. Donc concrètement, légalement, l'Irlande du Nord demeure une partie du territoire douanier du Royaume-Uni, mais de manière effective, l'Irlande du Nord restera dans le marché unique de l'Union européenne pour les mouvements de marchandises et les dispositions du Code des douanes de l'Union s'y appliqueront. Alors, pratiquement, cela signifie les choses suivantes pour les échanges de marchandises entre l'Irlande du Nord et l'Union européenne. Il n'y aura pas de déclaration en douane, pas de déclaration d'importation, pas de déclaration d'exportation, pas de droit de douane, pas de restriction quantitative, donc c'est-à-dire pas de quota, pas de contingent, pour les échanges entre l'Union européenne et Irlande du Nord notamment. Pas de contrôle douanier mis en place au sein de l'île d'Irlande. Il n'y aura pas d'exigence en matière de sécurité et de sûreté pour les échanges, notamment avec l'Irlande du Nord, donc pas de dispositif ICS. Les opérateurs d'Irlande du Nord continueront à accéder au système d'information TVA de l'Union européenne. Et donc, cela veut dire que les échanges de marchandises entre l'Union européenne et l'Irlande du Nord donneront lieu à l'établissement de déclarations d'échange de biens. Également, je crois que ça a coupé encore. De nouveau, oui, il y a une petite coupure, Alors, Monsieur Bertrand, oui. Oui. Donc, j'en étais aux produits soumis à accises
qui continueront à être enregistrés dans le système européen de contrôle des mouvements de marchandises soumis à accise, EMCS. Voilà. Donc, grosso modo, pour les échanges entre l'Union européenne et donc la France et l'Irlande du Nord, pas de changement. Les règles du Code des douanes de l'Union en matière douanière s'appliqueront pour ces échanges. Donc, l'Irlande du Nord reste alignée sur les règles de l'Union européenne pour ce qui est des échanges de marchandises. Voilà. Alors ensuite, bon, en quelques mots, le protocole entre l'Irlande et l'Irlande du Nord a prévu un comité mixte entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, créé pour faciliter l'application de ces dispositions et le fait que ces marchandises entrant en Irlande du Nord sont traitées comme des marchandises, comme si elles entraient dans l'Union. Ah, excusez-moi, nouveau, oui. encore une petite coupure. Oui. Donc je disais juste que voilà, les modalités pratiques de contrôle de l'entrée des marchandises en Irlande du Nord font encore l'objet de discussions pour déterminer si c'est des marchandises qui vont entrer en République d'Irlande et donc dans l'Union ou rester en Irlande du Nord. Donc quelques détails pratiques encore à régler sur cette question. Mais bon, globalement, pour les échanges Union européenne, Irlande du Nord, on continue à appliquer les règles douanières actuelles. Alors, important également, le protocole Irlande du Nord a créé un mécanisme de consentement qui indique que même si le protocole est prévu pour durer, eh bien, 4 ans, au bout de 4 ans, donc en 2025, l'Assemblée d'Irlande du Nord pourra voter pour décider si le protocole continue à s'appliquer ou non. Donc attention, en 2025, les Irlandais du Nord, leurs représentants voteront et pourraient décider de mettre fin à ce protocole et donc au fait que les marchandises entrant en Irlande du Nord sont traitées comme des marchandises de l'Union. Donc voilà, là on est dans le domaine du politique et la représentation populaire d'Irlande du Nord pourrait décider la fin de ce protocole. Voilà. Pour terminer, avant d'écouter vos questions, je vous ai mis dans le diaporama quelques ressources, notamment des liens Internet, le portail Brexit du gouvernement français, le site Brexit de la douane, le guide douanier de préparation au Brexit qui est régulièrement actualisé jusqu'à cette fin d'année. Pour les questions liées aux réglementations sanitaires et phytosanitaires, c'est le ministère de l'Agriculture qui est compétent, donc je vous ai mis des liens. L'Union européenne a publié aussi des éléments sur le Brexit. Et puis les douanes britanniques, le gouvernement britannique a mis aussi à disposition de nombreuses ressources pour aider les opérateurs dans la perspective du Brexit. Je vous laisse donc les contacts utiles concernant la cellule conseil aux entreprises de la direction régionale des douanes à Chambéry, à laquelle j'appartiens avec ma collègue Stéphanie Damian, et également les coordonnées au niveau du GREX pour toutes vos questions concernant le Brexit. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation, donc j'écoute vos éventuelles questions. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand, pour cette présentation très détaillée, très complète. Nous allons donc passer aux questions. Alors, j'ai déjà une première question qui est arrivée. Alors, je vous demande un petit instant. Voilà, première question. Si j'externalise mes déclarations export chez un transitaire, chez un représentant en douane enregistré, est-ce que c'est à lui que je demande de faire l'enveloppe logistique, Monsieur Bertrand? Alors, c'est ce qui est le plus logique, puisqu'il a la maîtrise du dédouanement. Après, la constitution de l'enveloppe logistique, elle peut être faite. Il n'y a pas d'authentification. On peut le faire directement sur l'application dédiée. Mais pour constituer l'enveloppe logistique, il faut avoir les références des déclarations douanières concernées. Donc, l'enveloppe logistique, ça a été fait pour faciliter la tâche des déclarants, donc au cas présent le RDE qui sera désigné, ou le transporteur. Voilà. Donc, a priori,
dans le cas présent, je conseillerais à l'opérateur de laisser le RDE faire l'enveloppe logistique. Ça paraît le plus simple et le plus logique. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une autre question, ça vous pourrez répondre très rapidement. Peut-on demander le numéro EORI auprès de ProDouane? En fait, c'est auprès de la douane. Hein, donc, je suppose que c'est par rapport au site, simplement, la question de cette personne. Oui, alors, donc, ProDouane n'existe plus. Alors, on parle souvent de ProDouane, mais ProDouane, ça n'existe plus. Pour demander un numéro EORI, il faut aller sur le site internet de la douane, douane.gouv.fr. Créer, si vous n'avez pas déjà d'espace personnel, créer un espace personnel avec identifiant et mot de passe. Et à partir de votre espace personnel, vous pouvez directement remplir le formulaire en ligne pour demander ce numéro EORI. Et en quelques heures, vous obtenez ce numéro EORI. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, j'ai une autre question. Si on importe des marchandises standards, alors je lis tel quel, hein, auprès du Royaume-Uni, doit-on avoir un numéro EORI ou cela concerne juste l'entreprise anglaise? Alors, je pense que c'est du côté, elle veut dire du côté britannique, j'imagine. Alors, a priori côté britannique. Hein, donc, les autorités douanières britanniques demandent à ce que les opérateurs aient leur numéro EORI britannique dès le 1er janvier prochain, dès le début du Brexit, quand bien même les déclarations douanières peuvent être reportées jusqu'à 6 mois, mais en tout cas, les douanes britanniques insistent et demandent aux opérateurs qui vont faire des importations en Angleterre d'avoir leur numéro EORI dès le 1er janvier prochain, et donc il peut être demandé dès à présent auprès des autorités douanières britanniques. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question. Donc, on est dans le principe acheteur-revendeur en France. Comment mon fournisseur britannique peut-il continuer à expédier directement la marchandise à mon client final français? Quid de l'opacité des droits de douane Incoterm? Point d'interrogation. Peut-être pas forcément très... Non. Oui, donc je ne sais pas ce qu'a voulu dire exactement en fait, je pense que c'est oui. Grande-Bretagne, fournisseur Grande-Bretagne vers la France. Le client final est en France. Oui. Alors, du fait qu'il n'y ait pas d'accord commercial qui a été conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, au niveau des droits de douane, ce seront les droits de douane du TEC, du tarif extérieur commun, qui s'appliqueront. Donc, les droits de douane les plus élevés pour la marchandise concernée. Ensuite, le fait de pouvoir continuer à assurer le flux tel qu'il existe actuellement dépendra du contrat de transport avec le transporteur sur l'acheminement des marchandises. Il y aura juste les formalités de dédouanement à inclure dans ce schéma. Donc après, dans le flux de ces marchandises, qui va faire les formalités douanières, ça dépend aussi du contrat commercial entre le fournisseur britannique et le client français. Donc, soit le donneur d'ordre peut organiser le dédouanement lui-même, soit ça peut être reporté au fournisseur, soit au client. Là, c'est vraiment à voir entre les différents acteurs, fournisseurs, clients, donneurs d'ordre, pour déterminer, sur un point de vue commercial, qui se charge des différentes formalités. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai deux questions regroupées en fait par rapport à des choix d'Incoterm. J'exporte depuis la France vers le Royaume-Uni en DAP. Dois-je demander un numéro EORI britannique? Et par ailleurs, une autre question, si je n'exporte pas en Delivered Duty Paid, en rendu droit de douane acquitté, vous confirmez que je n'ai pas à demander un numéro EORI britannique. Voilà, donc en DAP, première question DAP, France-UK vers le Royaume-Uni. Et deuxième question, donc, si je n'exporte pas en DDP. Voilà, deux questions par rapport au choix des Incoterm. Le numéro EORI, côté britannique, il concerne l'importateur des marchandises en Grande-Bretagne. Donc, l'entreprise qui exporte en DAP, à partir du moment où elle va faire les formalités douanières, devra solliciter ce numéro EORI auprès des autorités douanières britanniques. Ensuite, effectivement, si du fait de l'Incoterm, l'opérateur qui exporte a choisi un Incoterm pour lequel sa responsabilité s'arrête avant l'importation, il n'aura pas à solliciter de numéro EORI côté britannique.
Par contre, en tant qu'exportateur, il devra avoir son numéro EORI français communautaire. Voilà. Mais je pense que les intervenants suivants, il me semble, évoqueront aussi ces questions avec les incoterms DAP sous l'angle TVA également. Très bien, merci beaucoup. Alors, une question, je ne sais pas si la question est la suivante. Concernant le changement du marquage CE, est-ce que vous avez des informations? Est-ce que cela pourrait avoir un impact pour exporter donc au Royaume-Uni en 2021? Mais peut-être n'avez-vous pas ce type d'informations. Alors, donc pour une exportation de France vers le Royaume-Uni, on est dans le cadre export là, si j'ai bien compris. Oui, je pense. Oui. Donc voilà. Alors, concernant les normes britanniques qui s'appliqueront à partir du 1er janvier prochain et qui remplaceront donc les normes CE actuelles qui s'appliquent au Royaume-Uni, je n'ai pas d'éléments particuliers. J'ai fait quelques recherches, mais j'ai pas trouvé d'éléments particuliers sur ces éventuelles équivalences. J'ai pas plus d'éléments que ça sur les marquages qui seront exigés par les douanes britanniques. D'accord. Peut-être des éléments qu'on aura par là. Peut-être par la suite, effectivement, après, si l'opérateur veut se rapprocher de moi, je pourrais éventuellement poursuivre mes recherches, mais j'ai pas noté de la part des autorités britanniques une communication complètement finalisée sur cette question. D'accord. Très bien. Merci pour cette réponse. Alors, je prends une autre question. Si je souhaite livrer de la marchandise vers l'Irlande, je suppose que c'est l'Irlande, c'est pas précisé, hein, elle va transiter par l'Angleterre. Nous devrons faire un transit pour traverser l'Angleterre. Donc, c'est un point d'interrogation. Devrons-nous faire un transit? Oui. Alors, le plus simple, effectivement, c'est de mettre en place un transit, un système de transit qui permettra d'éviter de dédouaner les marchandises à l'arrivée sur l'Angleterre, faire une importation en Angleterre, puis de nouveau une exportation d'Angleterre vers la République d'Irlande. Donc le système du transit permettra d'éviter ces formalités lourdes et en tout cas pour ces flux France, Irlande via l'emprunt du territoire britannique, la solution qu'on conseille et qui est la plus simple, c'est effectivement d'avoir recours au régime du transit. Très bien, merci pour cette précision. Alors, une autre question. Qui fournira à l'exportateur français le XA avec la mention BA, bon enlevé de sortie, et à quel moment du processus d'exportation? Donc, le X1 avec la mention BAE CS sortie sera récupéré par la personne effectuant la déclaration en douane. Donc, si l'opérateur fait le dédouanement lui-même, il aura directement, via Delta et via le système ECS, la déclaration qu'il aura établie avec la mention BAE CS sortie. Si l'opérateur a confié son dédouanement à un prestataire, un représentant en douane enregistré, ce sera au prestataire de s'assurer donc de la sortie des marchandises de l'Union et de communiquer à l'opérateur cette déclaration en BAE-CS sortie, qui sera donc le justificatif fiscal d'exportation des marchandises pour l'opérateur. Donc là, moi, ce que je conseille aux opérateurs, oui, c'est d'être de bien être en lien avec leurs déclarants en douane pour s'assurer que les marchandises quittent bien l'Union et qu'ils puissent récupérer leur justificatif de sortie qui leur est nécessaire à titre de justificatif fiscal pour attester de la facturation, pour justifier de la facturation hors taxe de leurs marchandises. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse, Monsieur Bertrand. Alors, on va peut-être prendre encore une question. On a de très nombreuses questions. On n'aura bien évidemment pas le temps de répondre à toutes les questions, mais on vous adressera les réponses ultérieurement. Alors, je regarde s'il y avait quelque chose. Je pense que vous aurez... Alors, une question qui concerne
Alors, pour les contrats passés avant le 1er janvier 2021, les formalités douanières seront donc applicables et les droits et taxes devront être acquittés à partir du 1er janvier 2021. Oui. Oui, c'est ça, oui. De toute façon, l'échéance, c'est le 1er janvier 2021. Après, les formalités douanières, notamment le paiement des droits et taxes, s'attachent au flux de marchandises. Donc, un flux de marchandises au 31 décembre 2020, il sera, comme il se fait actuellement, en libre circulation. Et à partir du 1er janvier 2021, avec des formalités douanières et donc le paiement de droits et taxes à l'import. Donc voilà, quand on raisonne en termes douane, dédouanement, on pense à c'est le flux de marchandises qui compte quoi, pour les formalités douanières. Très bien, merci beaucoup. Alors, toute dernière question, et puis ensuite on passera à la deuxième partie donc de ce webinaire. C'est une question qui concerne en fait le code concernant les codes X1 et Ah oui. XU. Oui. Quelles sont les informations dont vous disposez à ce jour, Monsieur Bertrand? Je crois que tout n'est pas encore Oui, complètement effectivement. finalisé. Oui, effectivement, plusieurs opérateurs m'ont posé la question. Alors, la Direction générale des douanes doit communiquer officiellement aux opérateurs sur ces codes. Donc, ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que pour les échanges de marchandises avec la Grande-Bretagne, donc l'île de Grande-Bretagne, excepté l'Irlande du Nord. Donc, il y aura des déclarations d'importation ou d'exportation à établir selon les flux. Donc là, c'est le code GB qui devra être utilisé. Pour les échanges avec l'Irlande du Nord, donc là, pas de déclaration en douane, libre circulation des marchandises. Donc simplement, les opérateurs d'Irlande du Nord, a priori, devront avoir un numéro EORI commençant par XI pour bien les identifier. Donc, concernant ces codes XI, XU, qui ont été évoqués. Le code XU, d'un point de vue douanier, il n'aura pas d'utilité, et le code XI, il concernera essentiellement l'immatriculation EORI des opérateurs nord-irlandais et leurs échanges avec des pays tiers, donc des pays non Union européenne. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ces codes-là, en attendant normalement une information plus complète de la Direction générale des douanes sur cette question. Très bien, merci beaucoup Monsieur Bertrand donc pour vos réponses à ces questions. Nous allons passer à la deuxième partie donc de ce webinaire qui va être animé donc par Guylain de Patsy et ensuite Monsieur Bourdaria du cabinet Final. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci. Bien, bonjour à tous. Alors attendez, j'essaie de partager mon écran. Est-ce que vous pourrez me confirmer si c'est OK? Oui, on voit bien votre écran, Monsieur de Patsy. OK, très bien. Très bien, merci. Donc alors, merci à l'administration des douanes effectivement pour cette présentation très claire de ce qui va se passer au plan douanier, au plan logistique à partir du 1er janvier prochain. On va essayer maintenant dans cette deuxième partie de vous éclairer sur les aspects fiscaux, sur les changements au plan fiscal qui vont également intervenir à cette date, au 1er janvier 2021. Alors, je vais passer rapidement sur les quelques premières planches là, de la présentation qui sont en réalité un rappel des modalités juridiques de sortie du Royaume-Uni et du calendrier et on va dire des événements un peu chaotiques qu'on a connus ces dernières années avec ce retrait. Un tout petit point d'actualité également qui est intéressant. Donc vous saviez que cette semaine on a enfin les négociateurs côté Royaume-Uni et côté Commission européenne se parlaient pour un 9e round de négociations sur un éventuel accord de sortie, donc qui viendrait régler les aspects douaniers des futurs échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, on n'a pas tellement d'informations, d'indications sur la façon dont se sont déroulées ces négociations. Peu de choses ont fuité. En revanche, ce qu'on peut dire, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, mais c'est qu'il y a un peu de mouvement du côté britannique, notamment dans l'équipe du Premier ministre Boris Johnson, puisque
le départ de Dominic Cummings a été annoncé ces derniers jours. Donc, il était membre du gouvernement et il était en particulier, partisan d'un no deal. Donc, est-ce que c'est un signe pour la suite? On n'en sait rien et les prochains jours nous le diront. Donc, voilà pour l'actualité récente sur ces négociations qui durent, n'aboutissent pas encore. Donc, encore un peu de suspense, hein, le suspense est entier et il va falloir encore patienter. Et du coup, raisonner pour en venir à notre sujet, toujours sur la base d'un no deal. Alors, deal ou no deal, c'est avant tout un sujet douanier, parce qu'en cas de deal, on aurait, si vous voulez, un accord qui viendrait éventuellement mettre en place des préférences tarifaires ou des formalités spécifiques allégées pour la circulation des marchandises entre les deux territoires, donc le territoire douanier de l'Union et le territoire britannique. Mais pour en venir à notre sujet, donc, qui est le sujet de la TVA, il est très peu probable, ou pour dire les choses autrement, il est fort probable que deal ou no deal, on n'ait aucun impact en matière de TVA et que ce qui va se passer au 1er janvier 2021, assez clairement, c'est la sortie du Royaume-Uni du territoire fiscal, donc là je ne parle pas du territoire douanier, mais bien du territoire fiscal de l'Union européenne, et la sortie du Royaume-Uni du système harmonisé de TVA intracommunautaire auquel il fait partie encore à l'heure où on se parle. Alors, on va voir ce qu'implique pour les opérateurs communautaires que vous êtes la sortie du Royaume-Uni de ce système de TVA intracommunautaire. Donc, on va parler des livraisons de biens qui sont les opérations les plus impactées. On parlera aussi du statut particulier. On reviendra sur le statut particulier de l'Irlande du Nord. On parlera ensuite des prestations de services avec relativement peu de changements. Et ensuite, il faudra également évoquer les règles de remboursement de la TVA, donc une TVA britannique qui pourrait être supportée par des opérateurs communautaires ou inversement une TVA communautaire, française ou autre, qui pourrait être supportée dans le cadre de ces opérations par un opérateur britannique. Et puis, dernière partie de notre présentation, sur la partie TVA, je vous parlerai des quelques opérations spécifiques, donc des régimes de simplification en matière de TVA et de leur devenir à partir du 1er janvier prochain. Alors, en matière de livraison de biens, ce sont donc de loin les opérations les plus impactées par le retrait du Royaume-Uni du système de TVA communautaire, parce que en fait, c'est les opérations, les mouvements de biens qui interviennent entre la Communauté européenne, entre les territoires de l'UE et le Royaume-Uni et inversement, hein, vont changer de nature. C'était jusqu'à maintenant des opérations intra-communautaires et ce sera demain des flux internationaux de marchandises. Alors, si on reste un peu en surface, l'apparence peut être trompeuse. C'est ce que montre mon schéma que vous avez à l'écran là. Parce qu'actuellement, on a dans le système de TVA intracommunautaire, on a grosso modo dans le pays de départ une exonération de TVA et donc une facture hors taxe émise par le vendeur. Et du côté du pays de destination, un opérateur, un destinataire ou un client qui reçoit la marchandise et une facture hors taxe et qui va auto-liquider la TVA. Donc, exonération de TVA dans le pays de départ et l'opération est soumise, la marchandise est soumise à la TVA dans le pays d'arrivée. C'est le système actuel intracommunautaire pour faire schématiquement. Et à compter du 1er janvier 2021, en apparence, on a la même mécanique, c'est-à-dire que dans le pays de départ, on a cette exonération de TVA avec une facture hors taxe qui est émise par le vendeur. Et dans le pays de destination, en l'occurrence au Royaume-Uni, le client soumet l'opération, en l'occurrence l'importation à la TVA. Donc il ne faut pas se fier à cette apparence trompeuse, car en réalité, il y a un changement de nature très clair de ces flux, de ces opérations en matière de TVA. C'est pas nouveau, je pense, pour une bonne partie d'entre vous qui nous écoutez, parce que
J'imagine que la plupart d'entre vous opèrent déjà des flux d'export et d'import. Donc, comment se positionner? Quel est l'enjeu de ces sujets-là en matière de TVA? Alors, il faut bien avoir en tête qu'en matière de TVA, les opérations d'export et d'import que vous allez pouvoir réaliser vers le Royaume-Uni à partir du 1er janvier prochain ne sont pas neutres. On va voir quels sont les enjeux. Alors, à l'exportation, tout d'abord, le sujet à l'exportation, et ça, M. Bertrand l'a un peu évoqué, c'est le sujet de la justification de l'exportation. Pourquoi? Parce que le vendeur à l'exportation est exonéré de TVA, donc il émet une facture hors taxe exonérée de TVA. Et la condition de cette exonération, c'est qu'il soit en mesure de justifier de la réalité de l'exportation de ces marchandises. Alors, ce n'est pas qu'un problème formel, cette justification, parce que si l'administration fiscale en particulier, c'est plus l'administration des douanes, mais si l'administration fiscale française considère que l'opérateur, que le vendeur ne justifie pas de la réalité de l'exportation de sa marchandise, eh bien, l'exonération de TVA sera remise en cause, ce qui entraînera un coût supplémentaire et définitif pour le vendeur français, dans mon exemple, égal au montant de la TVA, de l'ordre de 20% si on est sur un taux standard pour ces marchandises. Et il faut bien avoir en tête surtout que le vendeur français n'arrivera pas à faire supporter ce surcoût de TVA à son client qui ne pourrait de toute façon pas la récupérer. Donc voilà, à l'export, l'enjeu fiscal est là. L'enjeu, c'est justifier de l'exportation effective des marchandises pour justifier de l'exonération de TVA appliquée à la vente à l'export. En matière d'importation, l'enjeu pour l'importateur, c'est de pouvoir récupérer la TVA à l'importation qu'il a payée, ou plus exactement, qui a été payée en son nom et pour son compte, la plupart du temps par le transitaire ou le représentant en douane enregistré. Alors, c'est aussi un sujet formel parce que sur la base des textes tels qu'on les applique aujourd'hui, cette récupération de cette TVA à l'importation par l'importateur va supposer que ce dernier apparaisse comme tel, comme importateur, sur les documents douaniers d'importation. Voilà. Donc ça, c'est une condition formelle pour récupérer la TVA qui a été payée à l'importation dans le pays d'importation. Il faut apparaître comme tel, comme importateur sur le document douanier. Donc ce sont des sujets formels, mais derrière lesquels vous voyez bien, on a un certain nombre d'enjeux financiers correspondant au montant même de la TVA due sur cette opération. Donc ces sujets et ce formalisme, on vous recommande de l'aborder avec votre transitaire, avec vos représentants en douane enregistrés pour vous assurer que tout ça est bien réglé. Donc voilà, une fois qu'on a rappelé ces enjeux TVA pour les opérations d'export et d'import, il faut aborder le sujet de l'incoterm. L'incoterm est à partir de là le point d'entrée dans l'opération en matière de TVA pour savoir quelles vont être les responsabilités, les rôles respectifs du vendeur et de l'acheteur dans le cas d'une vente entre deux opérateurs, donc un opérateur français par exemple, qui vendrait à un client britannique avec du coup exportation de la marchandise depuis la France et importation au Royaume-Uni. Donc, on a dans les slides suivantes, on a regroupé les trois types de ventes export vers le Royaume-Uni qui peuvent intervenir. Alors, la première est une vente, on va dire une vente standard. La seconde, ça va être une vente départ avec un incoterm ex-works. Et la troisième, on abordera le cas de la vente livrée au Royaume-Uni par un vendeur français avec un incoterm DDP. Alors, la vente standard, c'est celle qui aura lieu quand les parties, donc le vendeur et l'acheteur, conviendront d'un incoterm équilibré. Alors là, on vous rappelle quels sont ces incoterms équilibrés. Alors, je mets de côté, là, je mets à part dans la discussion
comment dire, tous les éléments qui sont réglés par l'Incoterm choisi, pour ne m'intéresser qu'aux aspects douaniers, parce que les aspects douaniers sur ce sujet-là impactent directement la gestion TVA de l'opération. Le propre de ces Incoterms équilibrés, c'est de répartir de façon assez naturelle et logique entre le vendeur d'une part et l'acheteur d'autre part la responsabilité des formalités douanières. Donc là, on a juste fait apparaître 2 Incoterms. Hein. On aurait pu les mettre tous, mais on aurait eu plus de mal à faire tenir ça sur la slide. Mais là, on voit bien qu'avec ces Incoterms-là, on a un vendeur qui est en charge des formalités d'exportation dans le pays de départ, la France, et un acheteur qui est en charge des formalités d'importation, des formalités douanières dans le pays de destination, dans le pays d'importation, le Royaume-Uni. Alors, du coup, cette vente, elle est équilibrée, cet Incoterm, elle est équilibrée parce que le vendeur, dont la préoccupation est de justifier de la réalité de l'exportation, il a la maîtrise des formalités douanières à l'export. Et donc, c'est plus facile pour lui de collecter, hein, d'aller chercher le fameux formulaire ECS validé en sortie qu'on évoquait tout à l'heure et que vous avez, je crois, vous-même évoqué dans les questions. Et du coup, dans le pays d'importation, on a aussi une configuration qui est assez naturelle où le client, donc a priori plutôt un assujetti, un opérateur britannique, prend la qualité d'importateur en matière douanière et en matière de TVA locale. La TVA à l'importation va être payée en son nom et pour son compte par le prestataire qui est chargé des formalités à l'importation. Et l'opérateur britannique sera en mesure de récupérer cette TVA britannique. Alors, spécificité dans le cadre du retrait à venir du Royaume-Uni, donc je vous ai indiqué en dessous là, intrastat maintenu au Royaume-Uni jusqu'au 31/12/2021, et la valeur des marchandises entrantes est supérieure à 1,2 million, pardon, j'ai mis euros, c'est de livres. Voilà, aujourd'hui, donc on n'a pas de texte très clair, mais vraisemblablement, le Royaume-Uni, mais uniquement le Royaume-Uni, hein, pas côté Union européenne, maintiendrait l'obligation pour l'importateur qui fait rentrer des marchandises en provenance de l'Union européenne de déposer une intrastat à l'introduction. Voilà. Il la déposerait à partir du moment où il franchirait sur l'année 2021 une valeur de produit à l'importation d'1,2 million de livres. Et ensuite, l'autre spécificité, c'est le fait qu'effectivement les déclarations à l'importation, les déclarations douanières sur le territoire britannique pourraient être décalées, comme l'a expliqué M. Bertrand dans son exposé, ce qui ferait que le paiement des droits et taxes à l'importation pourrait également être décalé dans le temps et ne plus intervenir forcément au moment où les marchandises franchiront la frontière et entreront sur le territoire britannique. Alors, le deuxième type de vente export vers le Royaume-Uni qu'on pourra trouver, c'est les ventes départ avec un Incoterm Ex-Works. Alors, cet Incoterm, il n'est pas équilibré au plan fiscal et douanier parce que l'acheteur prend en charge l'ensemble des formalités douanières, que ce soit à l'export ou que ce soit à l'import. Il y a un premier sujet, une première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'acheteur britannique, qui demain du coup ne sera pas par hypothèse établi sur le territoire douanier de l'Union, peut prendre la qualité d'exportateur en France, pays de départ, pays d'expédition de la marchandise. Et la deuxième question qu'il faut se poser, ou le deuxième point d'intention, c'est quelle est la situation dans ce cas-là, et la situation du vendeur français qui ne maîtrise pas les formalités douanières à l'exportation, et en particulier, comment va-t-il récupérer les documents justificatifs de l'exportation, et est-ce que ce document, est-ce que le fait que ce ne soit pas lui, mais l'acheteur, qui réalise les formalités, l'empêche d'appliquer l'exonération de TVA des ventes à l'exportation. Alors là-dessus, sur ces deux sujets, on a une convergence des textes fiscaux et des textes douaniers. Alors au plan fiscal TVA, on a un article que je vous cite ici,
qui confirme bien que l'exonération de TVA peut s'appliquer sur des ventes de biens qui ne sont pas forcément exportés par le vendeur, mais qui sont exportés par un acheteur, par l'acheteur, y compris s'il n'est pas établi en France. Donc voilà, du point de vue de la TVA, ça signifie que le vendeur, même s'il ne gère pas lui-même les formalités d'exportation, et même s'il n'apparaît pas lui-même sur les documents d'exportation, peut appliquer l'exonération de TVA et donc vendre en exonération de TVA à son client britannique. Au plan douanier, donc assez récemment, effectivement, le 1er octobre 2020, on a opéré en France un alignement de la réglementation sur le droit communautaire, hein, sur le Code des douanes de l'Union, au sens où, depuis cette date-là, une société non établie dans l'UE ne peut pas apparaître comme exportateur, rubrique 2 du document douanier d'exportation. Et du coup, la douane, en communiquant sur ce sujet, a expliqué qu'il fallait que sur le document douanier d'exportation, dans la rubrique exportateur, figure le nom d'une entité établie sur le territoire de l'UE et qui soit partie prenante à l'exportation des marchandises. Ça peut être le vendeur, nous a expliqué la douane, ça peut aussi être le prestataire de transport qui est à l'origine, qui gère le transport de la marchandise à l'export, etc., etc. Alors du coup, d'un point de vue fiscal, hein, pour recouper avec ma double problématique de savoir qui va figurer comme exportateur sur le document douanier d'exportation, la solution nous qu'on recommande dans ce genre de situation, donc dans ce type de vente ex-works, c'est de faire figurer le vendeur français établi dans l'UE en rubrique 2 du document d'exportation. Il est parti au contrat de vente à l'exportation et à ce titre-là, l'acheteur britannique qui lui ne peut pas y figurer peut donner, ou doit donner à notre sens, instruction au déclarant en douane qui va établir le document douanier d'exportation de faire figurer le vendeur français comme exportateur sur ce document. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, le vendeur français pourra aisément justifier de l'exportation effective de ces marchandises, à condition effectivement pour lui quand même de demander à recevoir une copie de ce formulaire d'exportation. Troisième type de vente export vers le Royaume-Uni, c'est la vente livrée avec un incoterm DDP. Alors là, c'est l'excès, on va dire, inverse, où le vendeur gère toutes les formalités douanières, donc à l'exportation depuis la France et à l'importation au Royaume-Uni. Alors, en l'état des textes britanniques, ce qu'il apparaît, c'est que les règles de TVA qui vont être mises en place au Royaume-Uni pour gérer ce genre de situation vont être calquées sur ce qui existe aujourd'hui dans le système de TVA intracommunautaire. C'est-à-dire que le vendeur français va réaliser deux types d'opérations imposables à la TVA britannique. Premièrement, il va réaliser une importation sur le territoire britannique, donc qui va être soumise aux droits et taxes et donc à la TVA à l'importation. Et deuxièmement, le vendeur français va réaliser une vente domestique, subséquente à l'importation des marchandises, au profit de son client britannique. Et donc, ce vendeur français va se retrouver très probablement dans l'obligation de mettre en place une immatriculation à la TVA au Royaume-Uni, ce qui va entraîner pour lui l'obligation de déposer des déclarations de chiffre d'affaires local, de facturer la TVA britannique à son client, etc., etc. Alors, la simplification qui se profile côté britannique, c'est la mise en place d'un régime d'auto-liquidation de la TVA à l'importation au Royaume-Uni qui serait assez large et assez facile d'accès pour tous les opérateurs à partir du moment où l'importateur, qu'il soit établi sur le territoire britannique ou pas, est immatriculé à la TVA au Royaume-Uni. Dans le cadre de cette vente, de cet exemple-là, le vendeur français qui prend la responsabilité, qui prend la qualité d'importateur sur le territoire britannique, va pouvoir auto-liquider la TVA
britannique à l'importation, donc sur la déclaration de chiffre d'affaires britannique qui sera déposée, ce qui évite qu'elle soit payée, avancée par le transitaire et qu'elle doive ensuite faire l'objet d'une demande de remboursement. Donc voilà pour ces 3 types d'opérations. Pour compléter cette rapide présentation, il faut dire un mot des mouvements de biens UE Royaume-Uni sans transfert de propriété. Alors, auparavant, dans le système communautaire, ces mouvements de biens étaient assimilés à des livraisons intracommunautaires, acquisitions intracommunautaires, et donc l'opérateur qui n'avait pas de client, c'était un mouvement de biens sans vente, l'opérateur français qui réalisait ces mouvements de biens vers le Royaume-Uni devait mettre en place un numéro de TVA britannique. Donc des obligations assez formelles. À compter du 1er janvier 2021, on se dirige vers une situation à peu près identique, au sens où l'opérateur français qui doit transférer vers le Royaume-Uni des marchandises va devoir réaliser lui-même, puisqu'il n'y a pas de personne ne peut prendre ses responsabilités à sa place dans ce type d'hypothèse. Il va réaliser lui-même les formalités d'exportation au départ de France et les formalités d'importation sur le territoire du Royaume-Uni. Et donc, on aura paiement d'une TVA à l'importation au Royaume-Uni. Alors, avec autoliquidation de cette TVA, si cet opérateur français a un numéro d'immatriculation au Royaume-Uni, et avec la production d'une intrastat à l'introduction au Royaume-Uni, puisque, a priori, comme je vous le disais, les autorités britanniques souhaitent la maintenir pendant au moins 1 an pour les flux de biens les plus significatifs, pour les opérateurs qui réalisent des flux de biens significatifs. Alors, on va dire quelques mots, on l'a déjà abordé, ça a déjà été abordé tout à l'heure, mais sur le statut particulier de l'Irlande du Nord, pour voir du coup comment en matière de TVA, ce protocole Irlande du Nord va s'appliquer. Alors pendant à minima 4 ans, effectivement, à compter du 1er janvier 2021, l'Irlande du Nord va continuer à être considérée comme faisant partie du territoire communautaire pour les flux de marchandises, pour les flux de biens. L'idée, c'est effectivement qu'il n'était pas possible de mettre en place, de rétablir une frontière physique qui aurait partagé l'île. Et donc, la solution qui a été choisie, c'est ce fameux backstop dont on a entendu parler, donc littéralement le filet de sécurité. L'idée, c'est que les mouvements de marchandises, pour les mouvements de marchandises, la frontière entre l'UE et le Royaume-Uni est décalée physiquement à l'entrée en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que, comme le montre mon petit schéma là, pour les flux de marchandises qui interviennent entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, ces flux seront traités, continueront à être traités comme des flux intracommunautaires, et donc en appliquant les règles qui sont aujourd'hui déjà appliquées pour ces mêmes flux. Petit 2, pour les flux de marchandises entre le reste de l'Union européenne, donc notamment la France, et le territoire d'Irlande du Nord, on va aussi continuer à appliquer les règles qui régissent les livraisons intracommunautaires et acquisitions intracommunautaires. Et enfin, petit 3, pour les flux de marchandises entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, donc Grande-Bretagne, Angleterre, Pays de Galles, Écosse, là, les marchandises seront considérées comme franchissant les frontières du territoire douanier de l'UE et les frontières du Royaume-Uni. Et donc, ces opérations, ces mouvements de marchandises seront traités comme des flux d'exportation dans le pays de départ et d'importation dans le territoire de destination. Donc voilà pour ce régime assez particulier de l'Irlande du Nord. Un autre schéma qui vous illustre aussi le même mécanisme. Alors, ce qu'on peut souligner, c'est que la République d'Irlande et l'Irlande du Nord restent 2 territoires distincts, 2 territoires considérés comme intracommunautaires, mais distincts. C'est-à-dire qu'entre ces 2 territoires, les mouvements de marchandises sont également considérés comme des opérations intracommunautaires et non pas des opérations internes, des opérations domestiques. Alors, dernière précision, c'est ce statut particulier de l'Irlande du Nord
sera également applicable en matière de TVA aux opérations B2C, donc tout ce qui est régime des ventes à distance. La seule particularité, je ne pense pas que vous soyez très nombreux à être considérés par ces sujets-là, mais la seule particularité, c'est que le régime B2C, vous le savez, il est refondu par une directive communautaire qui entre en vigueur au 1er juillet 2021. Et du coup, au 1er juillet 2021, il va falloir s'interroger sur le devenir, enfin sur le traitement de TVA applicable à ces opérations entre l'UE et le territoire de l'Irlande du Nord. Alors, on passe maintenant aux prestations de services. Alors, quels sont les impacts du Brexit sur les prestations de services en matière de TVA? Alors, les changements sont assez légers, hein, l'impact est assez léger. En réalité, c'est surtout une question de formalisme. Pourquoi? Parce que la règle générale de territorialité des prestations de services dans les opérations entre assujettis, hein, entre professionnels, est la suivante. La prestation de service est imposable, est soumise à la TVA au lieu d'établissement du bénéficiaire du service, du preneur du service. Et cette règle de territorialité, qui est prévue par la directive TVA, elle ne distingue pas selon que le preneur du service, le client, est établi dans l'UE ou est établi hors UE. Et donc, lorsque vous, société française, facturez des prestations de services à des clients, à des filiales britanniques qui sont aujourd'hui établis dans l'UE, elles seront demain établies en dehors de l'UE, puisque le Royaume-Uni sera sorti du territoire fiscal de l'Union, mais la règle de territorialité qui sera applicable à ces services sera la même, c'est-à-dire que vous continuerez à facturer hors taxe ces services qui relèvent de cette règle générale, et donc le bénéficiaire de ce service au Royaume-Uni devra très probablement, alors on n'a pas de certitude encore à cette heure-ci, mais auto-liquider la TVA britannique sur ce service. Donc une TVA britannique auto-liquidée, hein, payée par le preneur au Royaume-Uni. La modification, hein, enfin, l'impact du Brexit, c'est qu'aujourd'hui, sur les factures que vous adressez à ce client britannique, vous devez faire apparaître le numéro de TVA GB de votre client britannique. Parce qu'on a affaire à une prestation de service aujourd'hui intracommunautaire. Demain, cette même prestation de service sera plus une prestation de service intracommunautaire. Donc, fondamentalement, le numéro de TVA GB de votre client n'a pas à figurer sur la facture. Voilà le seul vrai changement qui intervient. Alors, s'agissant des numéros de TVA, une précision tout de même. A priori, le Royaume-Uni va continuer à utiliser et même à alimenter la base de données des numéros de TVA intracommunautaires VIES, donc jusqu'au 31/12/2024. Donc, ce qui veut dire que vous pourrez demain, si vous devez facturer une prestation de service à une société britannique que vous ne connaissez pas, vous pourrez aller vérifier, lui demander son numéro de TVA britannique, aller vérifier la validité de ce numéro de TVA sur la base VIES, et de cette manière, vous aurez bien la certitude que vous rendez bien un service à un autre assujetti, à un preneur assujetti à la TVA, et que vous pouvez du coup appliquer la règle de territorialité B2B et donc facturer hors taxe. Si au contraire, vous n'avez pas la certitude, la preuve que votre client britannique est un assujetti à la TVA britannique, vous devez par défaut appliquer la règle B2C, c'est-à-dire TVA du lieu du prestataire, ce qui signifie concrètement lui facturer une TVA française. Donc voilà pour les prestations de services. Alors, sur les remboursements de TVA, donc là, la question, c'est de savoir quelle procédure, demain, les opérateurs vont devoir utiliser pour se faire rembourser une TVA, une TVA britannique lorsqu'on est un opérateur communautaire, ou pour un opérateur britannique, comment va-t-il pouvoir se faire rembourser par les autorités des États membres de l'UE une TVA qu'il a supportée, par exemple, en France. Alors, la logique qui a été retenue est simple. La TVA qui a été supportée sur des opérations jusqu'au 31 décembre 2020 va continuer à être réclamée selon les procédures applicables aujourd'hui, donc en
tenant compte du fait que le Royaume-Uni est membre de l'UE. Seulement, et là il faut être vigilant, ces demandes de remboursement selon la procédure dite simplifiée, prévue par la directive, il faudra les déposer au plus tard le 31 mars 2021. Voilà. Ensuite, pour les opérations qui interviendront à compter du 1er janvier 2021, eh bien, la TVA qui aura pu être supportée par une société française au Royaume-Uni, donc la TVA britannique qui a été supportée par une société française, elle pourra faire l'objet d'une demande de remboursement, mais on sera sorti, le Royaume-Uni sera sorti de cette procédure de remboursement de la TVA dite simplifiée. Et donc aujourd'hui, le Royaume-Uni doit mettre en place la procédure qui permettra de gérer ces demandes de remboursement. On n'a pas tellement d'indications sur la procédure qui va être suivie. On est quand même assez confiant sur le fait que le Royaume-Uni va mettre en place une procédure plutôt pragmatique, probablement dématérialisée, qui permettra assez facilement d'aller récupérer cette TVA britannique. Dans le sens inverse, c'est-à-dire un opérateur britannique qui supporterait une TVA française ou communautaire sur des opérations post 1er janvier 2021, c'est un grand bond en arrière pour lui du point de vue des demandes de remboursement, parce qu'il va passer sur les règles de la 13e directive, donc en fait sur une procédure de demande de remboursement entièrement papier, donc une demande papier, avec que des justificatifs papier à fournir aux autorités fiscales de l'État dans lequel il a supporté la TVA. Et donc là, si vous avez par exemple des filiales qui risquent de se retrouver dans ce genre de situation, donc de demander des filiales britanniques qui doivent demander des remboursements de TVA en France, selon la procédure 13e directive, je vous invite à les alerter sur le fait que cette procédure est archaïque, que les dossiers sont longs à constituer et qu'il faut être assez prudent et assez méthodique sur les pièces à fournir si on veut que la demande de remboursement ait les meilleures chances d'aboutir. Alors, cas particulier aussi sur ces remboursements de TVA de l'Irlande du Nord, puisque, comme on le disait pour les mouvements de biens, les opérateurs vont continuer à considérer, y compris pour ces remboursements de TVA, à considérer l'Irlande du Nord comme faisant partie du territoire communautaire. C'est-à-dire que pour la TVA qui a été supportée au titre de mouvements de biens impliquant l'Irlande du Nord, eh bien, les modalités de demande de remboursement seront celles applicables à l'intérieur de la communauté européenne, c'est-à-dire qu'on utilisera la procédure simplifiée et non pas les procédures réservées aux opérateurs hors UE. Donc, dans la slide suivante, je vous ai fait une petite grille d'analyse. On voit bien que pour la TVA qui a été supportée sur les achats de biens et impliquant l'Irlande du Nord, on applique la procédure de remboursement communautaire, alors que pour les prestations de services, on ne distingue pas les opérateurs d'Irlande du Nord, les opérations impliquant l'Irlande du Nord, de celles qui impliquent le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, pour la partie basse de mon tableau, là, pour ce qui est des prestations de services, le Royaume-Uni inclut bien l'Irlande du Nord. Alors ensuite, quelques mots pour terminer peut-être sur les opérations spécifiques. Alors, ce qu'on appelle ici opérations spécifiques, ce sont ces flux qui, dans le système de TVA communautaire, relèvent de régimes dits de simplification. Par exemple, les ventes intracommunautaires triangulaires, les ventes de stocks en consignation, les flux de biens dans le cadre de prestations de travail à façon, ou encore les ventes avec installation et montage. Donc, les régimes communautaires de simplification prévus par le système communautaire de TVA, ils visent à éviter que l'opérateur français qui réalise ces opérations ait à s'immatriculer à la TVA dans l'État membre de l'opération. Dans l'état de livraison du bien pour les opérations triangulaires, pour les ventes avec installation ou pour les ventes de stock en consignation,
et dans l'État membre du façonnier pour le travail à façon. Alors, après le retrait du Royaume-Uni, ces régimes de simplification vont cesser de s'appliquer pour le Royaume-Uni, mais pour le Royaume-Uni hors Irlande du Nord. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont continuer à s'appliquer pour les flux de biens vers l'Irlande du Nord et depuis l'Irlande du Nord vers le reste de la communauté européenne. Mais en tout cas, pour ce qui est du Royaume-Uni hors Irlande du Nord, on va passer sur des opérations réglées par la réglementation douanière. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus pouvoir utiliser ces opérations triangulaires simplifiées. Donc pour ce qui est des triangulaires simplifiés, on va quand même pouvoir arriver à peu près au même résultat, c'est-à-dire pas d'immatriculation au Royaume-Uni, en mettant en place ce qu'on appelle des ventes extraterritoriales. Pour le travail à façon communautaire, il y aurait très probablement aussi un régime douanier particulier à mettre en place pour pouvoir recevoir les biens sans supporter de droits de douane et de TVA à l'importation dans le pays du façonnier. En revanche, pour les deux autres opérations, là, on n'a pas de régime équivalent au plan douanier qui permette d'aboutir à ces simplifications. Donc, il faudra se poser la question du traitement de ces opérations. Alors, en guise de conclusion, donc voilà, il reste 35 jours avant le retrait. Donc, la première recommandation, c'est de faire attention à ces opérations que j'appelle les opérations à cheval. Donc, c'est celles qui commencent avant le 1er janvier 2021 et qui peuvent aboutir, se terminer après. Il faut, si possible, les éviter. Et là, on vous cite celles qui peuvent être concernées. Et si vous ne pouvez pas les éviter, éventuellement les identifier. Et si vous les avez identifiées, bien conserver la documentation relative au flux aller pour pouvoir, derrière, au retour, donc lorsque les biens vont revenir, par exemple, en France, après avoir séjourné au Royaume-Uni, le flux retour sera un flux douanier, cette fois-ci, un flux d'importation. Pouvoir montrer qu'en fait, on a géré cette opération à cheval sur les deux régimes. Et enfin, cette dernière slide pour vous montrer donc quels sont les paramètres et les outils à ajuster d'ici au 1er janvier 2021. Donc, bien entendu, revoir vos incoterms, revoir ce que prévoient les contrats, mettre en place pour les opérations concernées, déterminer la réglementation nouvelle et le nouveau régime de TVA applicable, les systèmes d'information et notamment les paramétrages TVA, et puis les procédures internes qui permettent notamment de documenter vos flux d'exportation pour bien disposer de la preuve fiscale, du justificatif fiscal de vos exportations vers le Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021. Voilà, et l'outil qui vous permet de faire ça de façon aisée, c'est à notre sens une cartographie des flux qui va vous permettre d'inventorier les flux concernés et de détailler le régime de TVA qui sera du coup applicable à ces flux au 1er janvier 2021. Voilà, je vais laisser la parole à Pascal maintenant pour les autres sujets fiscaux liés. Merci Lila. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, M. Bourdaria. Très bien. Moi, je vais essayer d'être efficace pour terminer effectivement cette présentation sans trop dépasser. Donc, au-delà bien évidemment des directives TVA qui sont les plus importantes en matière de l'Union européenne, il y a quelques autres directives. Donc, les plus importantes sont dans deux points particuliers. Le premier but, c'était d'éliminer les frottements fiscaux sur les flux dividendes, intérêts, redevances entre sociétés mères et filiales membres d'États de l'Union européenne. Donc, c'est la directive fiscale MERFI et la directive intérêts, redevances. Et puis, d'autre part, aussi de faciliter la réalisation d'opérations de restructuration entre sociétés membres établies dans des États de l'Union européenne pour arriver à faciliter une certaine neutralité fiscale. Donc, c'est notre directive fiscale fusion et la directive fiscale sur les transferts. Et puis, on a également la convention d'arbitrage. Donc, par ailleurs, il y a quelques textes français qui font référence à un champ d'application territorial qui est l'Union européenne. Et donc, post-Brexit, bien évidemment, ces dispositifs vont être impactés par la nouvelle situation. Alors donc, si on fait le tour de cette marguerite un petit peu, donc en restructuration, encore une fois, du fait de la directive, le Royaume-Uni ne sera plus partie à la directive fusion, ce qui veut dire des restructurations plus complexes
parce qu'on n'aura plus de système commun juridique et des potentiels coûts fiscaux si le Royaume-Uni ne permet pas la réalisation de ces opérations en neutralité fiscale. Donc sur les prix de transfert, donc le Royaume-Uni ne sera plus partie à la convention d'arbitrage de l'UE, ce qui implique des incertitudes accrues pour éliminer les doubles impositions en cas de contrôle, pour éliminer la double imposition économique sur un redressement prix de transfert dans un État qui est donc sur un flux avec une entreprise d'un autre État membre. Donc le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne, ça seront les dispositions de la Convention fiscale franco-britannique qui s'appliqueront et qui ne prévoient pas ce droit à trouver une solution à un litige de cette nature. Donc le Royaume-Uni ne sera plus astreint au dispositif de l'UE concernant la concurrence fiscale dommageable. Donc c'est notamment le code de conduite européen et toute la problématique des aides d'État. Donc le Royaume-Uni retrouve une liberté par rapport aux autres entreprises de l'Union européenne par rapport à sa possibilité d'introduire de nouvelles règles fiscales intéressantes. Donc si on regarde maintenant les textes internes, ça peut jouer sur l'intégration fiscale, puisque, vous le savez peut-être, il y a ce qu'on appelle l'intégration fiscale horizontale, où une entreprise mère non résidente détient plusieurs sociétés françaises à plus de 95%, et les sociétés françaises peuvent constituer une intégration fiscale dite horizontale. Donc bien évidemment, si cette entreprise mère non résidente est britannique, ça conduira à une cessation du groupe fiscal. De même, dans un groupe vertical, une société mère française peut détenir une société étrangère, donc par exemple britannique, qui détient elle-même une filiale française à plus de 95%. Et dans cette hypothèse-là, il pouvait y avoir une intégration fiscale entre la société mère et la filiale française, malgré l'interposition de la société étrangère au cas particulier britannique. Post-Brexit, ce groupe aussi, en tout cas les filiales et sous-filiales sous la société étrangère, sortent de l'intégration fiscale. En matière de CIR, les dépenses de recherche sous-traitées à un organisme de recherche britannique ne seront plus éligibles. Donc voilà, et maintenant on peut voir les aspects sur les flux. Donc sur les dividendes entrants, donc une filiale britannique qui donc distribue des dividendes à sa société mère française qui la détient à plus de 95%. Actuellement, la base taxable en France est simplement assise sur 1% du montant du dividende, ce qu'on appelle la quote-part de frais et charges. Et demain, post-Brexit, ça passera à 5%. Donc, dans le sens contraire, sur les distributions ou les flux de sociétés françaises, de filiales françaises vers une société mère britannique, donc là, on a un effet éventuellement négatif en matière de dividendes à partir du moment où on est sous un seuil de participation inférieur à 10%. Par contre, les dispositions de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de 2008 conduisent à ce qu'il n'y a pas de retenue à la source sur les versements d'intérêts et les versements de redevances. Maintenant, donc on peut effectivement évoquer très rapidement les aspects de protection sociale. Comme vous le savez, il y a un régime de détachement au sens de la sécurité sociale qui s'applique dans le cadre d'un accord européen multilatéral et qui permet effectivement le maintien du régime de sécurité sociale du pays d'origine, par exemple la France, pour une durée de plein droit de 24 mois, pouvant être étendue significativement. Donc après post-Brexit et en l'absence d'accord, il existe un risque accru d'avoir à cotiser dans les deux États sur des missions temporaires avec un point d'interrogation que je mentionnerai dans le support sur la possibilité de remettre en application l'accord de sécurité sociale qui pouvait exister antérieurement entre la France et le Royaume-Uni. Mais effectivement, on a un risque accru d'avoir à cotiser dans les deux États. J'attire votre attention aussi sur la situation de pluriactivité. Lorsqu'un résident, par exemple un salarié résident en France, travaille à la fois en France et au Royaume-Uni, dès lors qu'il travaille plus de 25%, au moins 25%, ou plus de 25% de son activité totale en France, on est dans une situation de pluriactivité, donc qui permet de cotiser exclusivement en France sur la totalité de la rémunération, et non pas au Royaume-Uni, même si effectivement on peut travailler 60-70% de son temps au Royaume-Uni. Donc demain, post-Brexit, toujours en l'absence d'accord,
là, on a un risque effectivement que les cotisations soient à la fois, enfin, l'employeur français doit à la fois cotiser en France et au Royaume-Uni dans cette situation particulière. Alors, ça fait sûrement moins de cotisations sociales pour l'employeur français, mais effectivement, ça conduit à une baisse aussi des droits acquis, notamment pour la retraite. De même, la question se pose des droits sociaux acquis par les salariés en mobilité dans l'un ou l'autre État. Est-ce que les années de cotisation à un régime de retraite britannique acquittées avant le Brexit seront ultérieurement prises en considération en France? Là aussi, on attend des éclaircissements. Si on passe sur le côté du droit du travail, c'est un petit peu la même chose. Là, on a une règle de droit du travail qui permet aujourd'hui, en cas de détachement au sens du droit du travail, de conserver la majorité des dispositions du droit du travail français, par exemple, sur un détachement vis-à-vis du Royaume-Uni. Donc, demain, s'il n'y a pas d'accord et dans une situation post-Brexit, donc le Royaume-Uni ne pourrait ne plus reconnaître l'application temporaire de la loi du pays d'origine et considérer que seule la loi britannique devrait s'appliquer aux salariés venant travailler sur son sol en toutes ses dispositions et non pas sur ces simples dispositions impératives, et ce, dès le premier jour de la mission. Et pour terminer, j'attire votre attention sur l'impact, bien évidemment, sur le droit de circulation et le droit d'immigration, donc la nécessité d'avoir des autorisations de travail, des cartes de séjour temporaires, l'impact potentiel que cette situation post-Brexit peut avoir dans le cadre du comité d'entreprise européen, et puis, sans que ça soit exhaustif, l'impact sur les clauses de non-concurrence intégrées dans les contrats de travail si elles font référence au territoire de l'Union européenne, et sur la mise en œuvre du congé de reclassement. Voilà, je voulais effectivement évoquer avec vous très rapidement ces différents aspects. Très bien, merci beaucoup donc Monsieur Depadzy et Pascal donc Bourdaria pour ces présentations très claires et très précises. Nous allons prendre quelques questions dans le temps imparti qui nous reste, donc je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Alors, une question auquel vous aviez déjà répondu, mais peut-être pour une confirmation. Est-ce que vous pouvez préciser si, lorsqu'on va en mode donc DDP, il faut un garantie fiscale au Royaume-Uni dans le cas d'une vente en DDP? Un représentant fiscal, non? C'est ça la question? Oui, je pense que c'est ça, garant fiscal. Alors effectivement, oui, je crois que ça figure dans le support, mais je l'ai pas dit. Le Royaume-Uni ne va pas imposer aux opérateurs communautaires qui disposent d'un numéro, qui doivent disposer d'une immatriculation TVA au Royaume-Uni, l'obligation en plus de désigner un représentant fiscal. Voilà. Et cet arrangement sera réciproque, c'est-à-dire qu'un opérateur britannique immatriculé à la TVA en France ne sera a priori pas tenu de désigner en France un représentant fiscal. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Alors, une autre question, si notre client anglais exige, donc c'est toujours une vente en DDP, est-on obligé de s'enregistrer en Angleterre et de faire des déclarations de TVA UK, des déclarations de TVA britanniques? Oui, en fait, c'est un sujet de négociation avec ce client, hein, donc si votre client exige d'être livré en DDP, ça veut dire qu'il demande concrètement à son vendeur, donc au fournisseur français, de prendre la responsabilité des formalités douanières à l'importation sur le territoire britannique, donc de s'immatriculer. L'alternative à cette situation, si on arrive à la négocier avec ce client britannique, c'est un incoterm type DAP, hein, dans lequel les formalités douanières à l'importation sont prises en charge par le client britannique. Et dans ce cadre-là, effectivement, le vendeur français n'est plus l'importateur, donc il n'est plus le redevable des droits et taxes à l'importation sur le territoire britannique. Effectivement, en fait, le conseil c'est peut-être plus de garder, de même que dans les autres relations avec les pays tiers, de conserver que chacun fasse sa douane en fait, et que effectivement on s'arrête à l'incoterm DAP
Et on laisse à l'importateur anglais les formalités donc de dédouanement. Très bien, merci pour cette précision. Alors, une autre question que vous avez abordée, Monsieur Bertrand en avait parlé également. À qui demander l'autoliquidation de la TVA à l'importation? Alors, dans le sens UE vers Royaume-Uni, j'imagine. Alors, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est dans le sens ou dans l'autre sens, plutôt l'autoliquidation de la TVA. Alors, voilà. L'autoliquidation de la TVA à l'importation accessible dans les textes français hein, pour les importations en France de marchandises, il faut la solliciter auprès du bureau de douane dont l'opérateur, dont l'entreprise relève. C'est un formulaire sur lequel on atteste qu'on remplit les conditions et il y a quelques autres conditions qui sont contrôlées par la douane sur la base de ces dossiers, de la connaissance qu'elle a de la société qui sollicite cette autorisation. Et en général, c'est mis en place très rapidement. Côté britannique, on a malheureusement assez peu de précision sur le formalisme et j'ai pas en tête les coordonnées du service de l'administration britannique auprès duquel il faut solliciter cette autorisation. C'est peut-être indiqué sur les notes publiées par l'administration britannique sur les sites qui ont été indiqués par M. Bertrand. Il faudrait retourner pour voir s'il y a des liens. Effectivement. Merci beaucoup pour cette Si je peux me permettre de compléter. Ouais, effectivement, l'autoliquidation de la TVA à l'import, elle est à demander auprès de la douane, comme vient de le dire Monsieur Depazzi. Elle est à solliciter auprès du bureau de douane où seront faites les formalités d'importation. Donc ça aussi, ça s'anticipe. Mais pour la solliciter, il faut notamment que l'opérateur ait effectué au minimum 4 importations dans l'année précédant sa demande. Ça, c'est une condition aussi requise. Donc, un primo-importateur ne pourra pas la solliciter, enfin, ne pourra pas l'obtenir immédiatement. Il faudra qu'il ait fait quelques opérations. Et pour rebondir sur ce que disait Monsieur Depazzi, alors en faisant quelques recherches, effectivement, sur le site des douanes britanniques, enfin le site du gouvernement britannique, j'ai vu rapidement qu'il y avait une espèce de dispositif d'autoliquidation qui existait. Alors j'ai pas le lien en tête, mais et bon, comme ça a été dit, les formalités n'étaient encore pas vraiment précisées clairement dans le formalisme, mais les autorités douanières britanniques apparemment prévoient ce genre de dispositif. Bon, voilà, c'était juste en complément de ce qui a été dit juste avant. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand. On va peut-être prendre une dernière question qui portait peut-être pas forcément, je regarde s'il y avait sur les dernières slides. Alors il y avait une question mais auquel vous avez déjà répondu, Monsieur Bertrand, la question concernant y a-t-il un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Vous aviez déjà répondu, mais peut-être préciser. Non, je l'ai peut-être pas bien précisé, mais non, il n'y a pas d'accord commercial, pas d'accord de libre-échange à ce stade entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est l'objet des négociations qui se sont poursuivies encore tout récemment, mais à ce stade, cet accord n'existe pas. Donc, on peut raisonnablement penser que dans les mois à venir, un accord finira par être trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni avec des facilitations douanières, notamment en termes d'origine. Mais en tout cas, il y a peu de chances pour qu'au 1er janvier prochain, un tel accord existe. Et donc, ça voudra dire que sans accord, les règles les plus strictes en matière de formalité douanière s'appliquent, c'est-à-dire les règles de base de l'Organisation mondiale du commerce. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand, pour cette réponse à ces questions. Je voulais remercier donc chaleureusement tous nos présentateurs. Donc